parle de la droite. Tiens, la droite a réussi à se mettre d'accord. Ils vont tous participer à ce congrès qui deviendra de facto une primaire, puisqu'il y aura des débats. Valérie Pécresse, qui était mon invitée ce matin, l'a confirmé. Il y aura des débats des candidats de la droite. Écoutez d'ailleurs Valérie Pécresse qui dit qu'en fait, elle est l'ennemi, en tout cas l'adversaire que redoute le plus Emmanuel Macron. Je suis une des adversaires qu'Emmanuel Macron redoute le plus. Et la preuve, Madame Ferrari, c'est qu'il a envoyé 5 ministres contre moi au régional. 5, pas 4, pas 3, pas 2. Pareil dans les Hauts-de-France. Hein. Pareil dans les Hauts-de-France. D'ailleurs, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a 2 personnes, effectivement, qu'Emmanuel Macron craint aujourd'hui en France. 2 personnes qui peuvent rassembler la droite et le centre très largement, et qui peuvent venir le ringardiser, lui faire vraiment concurrence sur le faire, sur les politiques, sur la transformation de la France, les réformes, l'autorité. Voilà pour Valérie Pécresse, c'est pas faux. Le ticket, alors là on parle pas de ticket, mais le ticket Bertrand-Pécresse, c'est un ticket qui peut faire rêver les gens de la droite, Guylaine Ottenheimer. Moi je pense que c'est pour la droite là, de se mettre en ordre de bataille, ça va un petit peu changer la perspective de cette présidentielle. Je pense... Je me trompe peut-être, mais je ne pense pas que Valérie Pécresse soit vraiment le meilleur, enfin le pire adversaire pour Emmanuel Macron. Elle lui ressemble un peu trop par certains aspects, ce côté très éduqué, grand diplôme, intelligente, un peu techno, assez libérale, assez raisonnable. Alors vraiment, il y a des nuances entre eux. Enfin, ils sont un peu dans la même mouvance. Alors que Xavier Bertrand, c'est depuis très longtemps positionné comme l'anti-Macron, et même physiquement, et même par sa formation. On voit qu'il est vraiment l'inverse de Macron, et quand on voit les présidentielles se succéder, on voit toujours que celui qui arrive est un peu l'inverse de l'autre. Il y avait le grand Chirac, il y a le petit Sarkozy, il y avait le rond Hollande, et puis il y a le plus agité Emmanuel Macron. Donc toujours un peu, il y a un inverse qui est choisi par les Français. Voilà, donc moi je trouve que Valérie Pécresse est un peu trop sur le même créneau qu'Emmanuel Macron. Maintenant, on ne sait pas, là, on est vraiment dans le bleu pour savoir qui vont choisir les militants R. Là. Et peut-être il y aura une dynamique académique qui va se créer, parce que là, à la droite, regardez sidérer le phénomène Zemmour monter dans les sondages, et là, si elle arrive à se rassembler, à désigner quelqu'un, une seule personne, ça peut quand même rééquilibrer les choses. Oui, et je ne sais pas s'ils sont si sidérés que ça par Zemmour, pour une raison qui paraît assez évidente, c'est que en présence de Zemmour, le ticket de qualification au second tour baisse. C'est-à-dire qu'il passe de, grosso modo, 24-26, là où se trouvaient Le Pen et Macron. Dans cette configuration-là, le candidat LR est à 10 points derrière. Avec un second tour où Zemmour fait baisser Le Pen, c'est-à-dire qu'il la ramène dans le peloton, le groupe là à 3-4, bah vous avez 3-4 candidats. Donc Zemmour roule pour la droite. Non, mais c'est pas ça, mais c'est que paradoxalement, on a pu considérer au départ que ça allait définitivement les disqualifier, et avec le recul, on se dit, bah en réalité, si Zemmour reste là, même s'il baisse un peu, même si un candidat LR qui est à 15, une campagne, s'il fait une bonne campagne, s'il arrive à 17-18, bah ça peut jouer le second tour. Et un second tour Macron-Bertrand, moi, je ne sais pas ce que ça donne à ce stade. Françoise Laborde ? Ah oui, je suis d'accord, absolument. Surtout qu'on sait bien aujourd'hui que les intentions de vote ou les sondages a une marge d'erreur absolument considérable, et que voilà, on est à peut-être 2 points ou 3, je sais pas, Guylaine nous le dira peut-être mieux tout à l'heure. Donc oui, il y a une marge d'erreur considérable. Et puis c'est vrai que si la droite veut exister au second tour, il y a pas photo. Je veux dire, il faut vraiment se mettre en ordre de marche, en ordre de bataille. Et ils ont déjà beaucoup attendu, si je puis dire. Donc oui, c'est le moment ou jamais. Alors là, dans les 3 qui sont en lice, Bertrand, Pécresse et Barnier. Barnier avait, si je puis dire, le préjugé favorable de l'homme qui est fidèle à ses convictions, qui ne s'est pas écarté du parti, qui est resté dans les instances, qui a été à Bruxelles, qui a eu un parcours, mais en même temps, il n'a pas des scores formidables, il n'a pas non plus le charisme et le punch que peut avoir même un Xavier Bertrand. Donc il est un peu plus comment dire, lisse, c'est comme ça qu'on dit. Jeannette Baugrave, sur le fait que la droite arrive en tout cas à parler d'une seule voix, peut-être, à un moment ou à un autre. Non, mais elle a une opportunité incroyable si elle arrive à se mettre d'accord et à jouer
unité, elle a la possibilité, en tout cas, de gagner cette élection. Et ça, je le crois, parce que en réalité, on l'a bien vu avec les régionales. Valérie Pécresse disait qu'on lui a envoyé des ministres. Elle a remporté sa région. Xavier Bertrand le donnait perdant dans une région difficile, en plus les Hauts-de-France, qui connaît des difficultés industrielles, qui connaît le chômage, et donc du coup, on voit bien que c'est quand même des gens qui, contrairement à Emmanuel Macron, qui ont une expérience locale, qui ont été ministres. Michel Barnier, il a été commissaire européen. Il a mené les négociations sur le Brexit. Il a quand même. Et puis moi, je trouve qu'il est assez courageux parce qu'en réalité, il est capable de tenir, on le croyait un Européen BA, mais même y compris sur la primauté du droit communautaire, il est capable de dire il faut avoir une distanciation et un esprit critique sur des sujets difficiles, y compris sur l'immigration. Donc on voit bien que c'est quand même des gens qui ont de l'expérience, qui sont jeunes, mais qui ont de l'expérience, et que je crois que, et ça c'est un peu peut-être un dysfonctionnement de la fin de cette Ve République, c'est qu'aucune majorité n'est reconduite depuis Jacques Chirac. Donc en réalité, l'alternance, je crois que les Français ont ce désir d'alternance. François Hollande n'a pas été reconduit, Nicolas Sarkozy n'a pas été reconduit, et donc... Peut-être qu'il arrivera la même chose à Emmanuel Macron, Guylaine Ottenheimer. Il peut redouter, alors que ce soit Pécresse qui sorte en premier ou Bertrand de cette primaire, ils s'allieront à un moment ou à un autre. Ce qu'il y a, c'est que effectivement, depuis Pompidou, depuis Giscard, aucun président sortant n'a été reconduit, sauf période de cohabitation qui fait qu'il était perçu comme l'opposant à celui qui dirigeait le pays. Et pourquoi ? Parce que la présidentielle, on arrive, c'est la feuille blanche, je vais tout sauver, je vais tout réduire, c'est la feuille magique, etc. Et puis après s'installe la déception. Je note cependant, c'est vraiment une nouveauté, c'est que la cote de popularité, les intentions de vote en faveur d'Emmanuel Macron semblent assez solides et assez stables et à un niveau relativement élevé. Ce que je veux dire, c'est que quand même, il fait le trou. Et donc, jamais le favori du mois de septembre n'a été l'élu. Giscard était à 60% dans les sondages, il a été battu. Balladur, Jospin, on en a vu plein qui étaient les grands favoris et qui n'ont pas été élus. Donc, il faut se méfier. Mais avec Emmanuel Macron, on n'a eu que des surprises. C'est la première fois que quelqu'un n'arrivait pas, faisait été élu sans un parti, sans rien, il pourrait très bien être élu. Maintenant, sur les sondages, je ne sais pas qu'il y a une marge d'erreur de 2%. Ça, évidemment, il y a même peut-être plus. Mais c'est qu'il photographie un moment qui est en fusion. On n'est pas à un moment du vote. Je suis sûre que les résultats, si c'était la veille d'un vote, ne seraient pas les mêmes. Je pense que les Français jouent avec les sondages. Et quand ils mettent Zemmour... Ils envoient des signaux. Ils envoient des signaux. Et quand ils mettent Zemmour à un niveau quand même très élevé, d'une certaine manière, écoutez-le parce que vous n'avez rien fait. Oui, et voilà. Et vous n'avez rien fait sur les quartiers, ceci, l'islam, l'islamisme, etc. Et il est entendu parce que quand même là, ça se bouge sacrément. Tout le monde y va de sa proposition. Donc, et en plus, d'ici l'élection, il peut se passer plein de choses. Il y a à chaque fois des événements. C'est pas et puis il y a les campagnes. Souvenez-vous, Ségolène Royal, elle était quand même favorite au mois de novembre. Puis elle a eu des bourdes. Elle a fait une campagne un peu quand même vacillante et donc elle a perdu. Donc la campagne, ça sert à quelque chose. Et puis il peut y avoir des événements extérieurs type UVA, on ne sait pas. Donc tout peut changer. C'est pas que les sondages ont raison, ont tort, se trompent de 2%, ça. Il photographie quelque chose qui n'est pas du tout un paysage d'élection. Effectivement, Amine El Khatmi sur oui, ce sondage. Oui, je suis complètement d'accord. C'est pour ça que je trouve cette espèce d'emballement général un peu étrange, d'autant plus de la part de journalistes politiques qui, plus que quiconque, ont normalement un recul sur l'histoire et devraient se souvenir, effectivement, on peut prendre chaque présidentielle depuis 20 ans à peu près. Les favoris, Monsieur Juppé, on était déjà quasiment à constituer son équipe et son gouvernement. Tout le monde dans Paris n'avait plus d'attention que pour lui. Il était président, bon, ça s'est mal fini. Effectivement, moi j'étais dans l'équipe de campagne de Ségolène Royal. Je peux vous assurer qu'en septembre, octobre, novembre 2006, on s'y voyait. Et on se disait, ça y est, on va faire qu'une bouchée de Nicolas Sarkozy. Bah, à la fin, ça s'est pas terminé comme ça. Qui aurait prédit qu'un président de la République serait empêché de se représenter, que de lui-même il devrait renoncer parce que tellement impopulaire. Bon, bah, il peut se passer tellement de choses. Gardons un peu notre sang-froid. C'est ce qu'on fait sur Europe 1. Et on verra en avril
ce que les Français décideront. Et en même temps, ça anime le début de campagne, Françoise Laborde. Ah bah oui, enfin, j'allais dire comme observateur, c'est vrai que il y a une forme, c'est un peu honteux de dire, mais une forme de jubilation de voir que ce qui était censé être écrit et de se dérouler de façon plan-plan, subitement il y a un personnage complètement disruptif qui arrive dans l'affaire, et à chaque fois qu'il y a une nouvelle vague de sondage, on se dit est-ce qu'il va baisser? Ah bah non, il continue à monter, donc il y a ça. Et il y a un petit côté un peu, tout le monde est un peu tétanisé, on voit bien que dans les partis politiques, on ne sait pas bien comment attraper l'affaire. Et les thèmes qu'il met en avant sont en effet repris par les uns et par les autres. Donc oui, ça a un côté complètement fou de voir à quel point cette affaire a pris une ampleur de façon extrêmement rapide, extrêmement puissante et de façon complètement inattendue. Alors maintenant, il y a deux questions. C'est est-ce qu'il va avoir les 500 signatures? Parce qu'on sait aujourd'hui avec les obligations de transparence que les élus doivent dire à qui ils ont donné leur signature. Donc s'il n'y a pas des consignes ou s'ils veulent garder leur chance d'investiture, c'est compliqué de donner sa signature sans l'aval des appareils. Et le deuxième point super vite, parce que là on... Oui, pardon. Non mais voilà. Et en plus, il a un problème d'état-major, manifestement. Mais bon, ça c'est un autre débat. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission.